Parlons laïcité, un podcast du ministère des Armées. Épisode 4. Clé de raisonnement appliquée à quelques situations. Partie 1 sur 2. Bonjour, je suis Marie Touré, chargée de mission auprès de la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées, qui est la référente laïcité du ministère. Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République française a pris 17 engagements, dont l'un est la formation de ses agents à la laïcité. La laïcité est un principe fondamental de l'État en France. Vous en êtes les dépositaires et les ambassadeurs. Donc la laïcité, c'est à vous et c'est pour vous, agents du ministère. Bienvenue dans cette série de podcasts du ministère des Armées dédiée au principe de laïcité. Nous vous proposons, lors de ces 2 prochains épisodes, quelques clés de compréhension et de raisonnement de gestion du fait religieux dans le contexte professionnel. Vous connaissez la charte de la laïcité dans les services publics et également le guide de la laïcité dans la fonction publique. Tous deux sont aisément téléchargeables. Vous trouverez un lien au bas de la page. Mais concrètement, après un bref rappel du contexte, nous avons choisi 6 situations que vous pourrez rencontrer ou que vous pouvez rencontrer déjà dans votre quotidien. Et nous vous déroulerons le raisonnement que vous pourrez tenir. Je reçois Éric Germain, qui a porté ce sujet pendant de nombreuses années au ministère des Armées. Bonjour Éric. Bonjour Marie. Alors Éric, l'article L 111-1 du Code général de la fonction publique pose la liberté d'opinion des agents publics. Concernant les militaires, c'est le Code de la défense qui reconnaît cette liberté d'opinion et de croyance. À l'heure des réseaux sociaux, qu'en est-il du devoir de réserve ? Effectivement, un militaire doit s'exprimer avec réserve hors de ses fonctions. En effet, un militaire continue de représenter l'État, même dans sa vie civile, et son expression publique ne doit pas faire douter la nation de l'impartialité de son armée. Plus un militaire a un grade élevé, plus il doit être sensible à ce devoir de réserve sur l'expression de ses convictions personnelles. La dignité attachée à la condition militaire implique une discrétion qui n'est pas nécessairement attendue d'autres agents publics. Alors, qu'en est-il des agents civils aujourd'hui, alors que les réseaux sociaux brouillent la frontière entre vie privée et vie publique ? La réserve n'est pas une obligation inscrite dans le Code de la fonction publique. Toutefois, de fait, une certaine discrétion s'étend aux agents civils dans la vie en dehors du travail, afin de ne pas porter atteinte à la neutralité et à l'impartialité de la fonction publique, particulièrement dans un monde numérique qui expose la vie privée et floute la frontière entre public et privé. Dans ce flou entre le public et le privé, la vie privée et la vie publique, est-ce qu'on peut intégrer le fait religieux ? Comment le fait religieux peut mettre en tension le contexte professionnel ? Ma vie privée va percuter ma vie professionnelle ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un fait religieux ? On parle de faits religieux pour parler de tout ce qui touche aux religieux, et dans un sens très large, qui correspond à une certaine modernité où la spiritualité personnelle emprunte souvent à plusieurs religions. Il y a aujourd'hui une hybridité des croyances. On peut se dire catholique et croire en même temps à la réincarnation, par exemple. Cette religion, on pourrait dire à la carte de nos sociétés modernes, apporte beaucoup de complexité, notamment quand elle se manifeste sur le lieu de travail. Alors, si on parle de lieu de travail, par exemple, sur le lieu de travail, un signe religieux comme un vêtement, un bijou ou un son, une musique, une chanson, ça peut être aussi peut-être un comportement banal, une demande d'absence ou une prière sur le lieu de travail, ou également le refus d'une tâche pour un motif religieux. C'est tout ça dont vous parlez ? Oui, c'est tout ça. Et effectivement, des sondages récents montrent qu'alors que la pratique ou l'affiliation à une religion continue de baisser dans la société française, la présence du fait religieux dans les entreprises, dans les administrations, elle, semble progresser. C'est une réalité paradoxale, mais qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, les études, là encore, montrent qu'une majorité des managers, davantage sans doute dans le privé que dans le secteur public, estiment important de prendre en compte la liberté religieuse au travail. Alors, prendre en compte, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on prend en compte ? Dans le secteur privé, on peut dire prendre en compte. Dans le secteur public, ce serait plutôt ne pas ignorer. Si l'agent fait état de ses croyances religieuses, on peut le voir comme un élément de gestion des relations humaines, élément que l'encadrement de proximité peut difficilement ignorer. Cela ne signifie absolument pas que la religion est opposable à l'environnement professionnel. Votre religion ne vous accorde aucun droit particulier. Merci Eric. Et si on passait maintenant à ces situations qui concernent, par exemple, allons-y pour l'aménagement des locaux, le port de signes religieux ou encore la pratique cultuelle. Alors parlons d'abord de décorer les espaces de convivialité. On parlera ensuite de décorer son espace professionnel propre et son bureau. Bien. Sur les espaces de convivialité, je vous écoute. Le cas le plus fréquent, c'est les crèches de Noël pendant la période des fêtes de fin d'année. Mais pourquoi pas aussi la coutume des œufs ou des cloches de Pâques au printemps.
Alors, concernant les crèches, en 2016, un arrêt du Conseil d'État a précisé les conditions de légalité de l'installation temporaire de crèches de Noël par une personne publique. Les crèches de Noël présentent un caractère religieux, mais sont aussi des éléments de décoration non religieuse qui sont installés pour les fêtes de fin d'année. Lorsqu'elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif, une crèche qui est temporaire, dans un établissement public, est légale, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle exprime la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. Alors pour distinguer entre culturel et religieux, il faut tenir compte du contexte de l'installation, des conditions particulières de cette installation et de l'existence ou de l'absence d'usages locaux et du lieu. Par exemple, en Provence, il existe une tradition locale de crèche avec des santons qu'on appelle santons de Provence. Donc en clair, dans un bâtiment public, il ne doit pas y avoir de crèche de Noël, sauf lorsqu'il existe une tradition locale de crèche telle qu'il existe en Provence. En dehors d'un bâtiment public, dans l'espace social, sur une place par exemple, il est possible d'installer temporairement une crèche, mais elle ne doit pas marquer une opinion religieuse de la commune ou de l'établissement auquel appartient cette place, ni être un acte de prosélytisme. Oui, le contexte, c'est important à prendre en compte et c'est, il faut bien le dire, parfois assez subtil. Cette jurisprudence signifie par exemple dans un contexte militaire que les crèches de Noël, celles de la Légion étrangère par exemple, sont légales, car c'est une tradition qui a aujourd'hui presque un siècle. D'autres traditions, comme les fêtes de Saint-Patron, relèvent aussi d'une culture militaire à laquelle les armées sont attachées. Il revient au commandement de veiller, et c'est du bon sens, à l'absence de prosélytisme et plus généralement à ce qu'aucun élément religieux n'aille à l'encontre de l'objectif de cohésion, cet objectif de cohésion qui ne doit jamais, jamais être remis en cause. Merci. Merci Eric. Alors, nous venons de voir la question d'une crèche de Noël dans un espace collectif, un espace de restauration par exemple. Mais est-ce que ça serait différent si une crèche était installée dans le bureau d'un agent? Et là, j'en viens à notre deuxième point. Qu'en est-il quand on décore son espace professionnel propre, son bureau? Nous parlons ici d'objets religieux au sens large, comme un livre, une image, qui représente une religion, une croyance. Exactement. Alors, si le raisonnement est que l'État est neutre et les agents doivent l'être, donc dans ce cas-là, chacun doit s'abstenir d'être en position d'influencer ses collègues ou même ses subordonnés par la manifestation de ses convictions, c'est bien ça? Oui, ces objets qui contreviennent à la neutralité sont proscrits. Pas de posters, de symboles religieux posés sur le bureau ou accrochés au mur. Mais s'il s'agit d'objets qui à la fois ont une dimension cultuelle et culturelle, c'est différent. Civil ou militaire, sur son bureau, on peut imaginer qu'une boule de neige contenant, par exemple, la cathédrale Notre-Dame de la Garde à Marseille serait vue plus culturelle que religieux. Il ne pose pas de problème, d'autant plus si l'agent n'est pas au contact du public. Dans tous les cas, on sera moins accommodant pour un agent en position hiérarchique, qui a un devoir d'exemplarité supérieur vis-à-vis de ses subordonnés qui ne doit absolument pas influencer. Merci Eric. Nous venons donc de voir les clés de raisonnement dans les situations de décoration des espaces de convivialité ou de son propre bureau. Dans un prochain podcast, nous verrons des situations particulières, notamment porter un signe religieux ou pratiquer son culte sur le lieu de travail, ou les demandes d'aménagement du temps de travail ou des demandes d'absence pour motifs religieux. Ce podcast vous est proposé par la référente laïcité du ministère des Armées, Direction des Affaires juridiques. Il a été produit par l'ADN, l'Académie du numérique de la défense. Pour approfondir ce sujet, nous vous invitons, agents publics, à vous connecter à la plateforme interministérielle de formation Mentor et à suivre le module Les fondamentaux de la laïcité.